Bruno Gollnisch, bonjour. Bonjour. Nous sommes le jeudi 1er août 2013. Hier soir, mercredi 31 juillet, Jean Madiran rejoignait la Maison du Père. Je crois que vous souhaitiez rendre un hommage à cette figure du combat national et catholique. Oui, absolument. Ça a été pour moi une nouvelle qui m'a frappé d'étonnement autant que de tristesse, parce que Jean Madiran était tellement incorporé au paysage de la pensée nationale que, ainsi que je l'ai déclaré au journal présent, nous avions fini par le croire immortel, hein, comme on surnomme les académiciens. Il aurait d'ailleurs bien mérité d'en être par son immense travail intellectuel, moral. Il a été à la fois un journaliste, un écrivain, un publiciste, et il a été aussi un directeur de presse, et de cette presse que l'on dit amie, c'est-à-dire qui n'est pas politiquement correcte, autrement dit qui est persécutée, qui est privé de publicité, qui est persécuté judiciairement, qui est sans cesse en but à des tracasseries administratives, et à laquelle ne s'abonnent pas toujours tous nos amis, il faut bien le reconnaître aussi. Et maintenir dans ces conditions un organe de presse, c'était un publiciste dans le sens le plus noble du terme, non seulement par ses écrits qui étaient tout à fait remarquables, toujours précis, concis, ciselés, souvent ironiques, car c'était un homme qui avait beaucoup d'humour, mais aussi c'était un organisateur opiniâtre, obstiné, qui a su maintenir la revue Itinéraire pendant très longtemps, et ensuite le journal Présent, auquel je m'associe dans ces heures, et auquel je souhaite longue vie, et qui doit notamment à son énergie, à sa persévérance, d'être toujours un vecteur important de la pensée nationale et de la pensée catholique. Autre fait d'actualité qui maintenant dure depuis près de 2 mois. On trouve toujours des émissions à la télévision sur ce que les médias ont baptisé l'affaire Clément Méric. Rappelons que depuis donc près de 2 mois, le jeune Esteban Morillo est détenu en détention provisoire dans le cadre de cette affaire, suite à la mort d'un jeune étudiant de sciences politiques mort lors d'une bagarre au début du mois de juin de cette année. Nous souhaiterions connaître votre point de vue sur cette affaire. Oui, dans un premier temps, je n'ai rien dit, ni dans un sens ni dans l'autre. Bon, la mort d'un jeune homme est toujours une tragédie, mais beaucoup de jeunes hommes meurent par les temps qui courent. En l'occurrence, je dois dire que je n'ai rien dit parce que je ne savais rien, tout simplement. Et je pense que la plupart de ceux qui ont parlé auraient mieux fait de suivre cet exemple. Je n'ai rien dit aussi parce que le Front National n'est évidemment rigoureusement pour rien dans cette affaire. Mais je dois dire que tout récemment, j'ai revu une émission de la chaîne parlementaire qui avait été diffusée le 6 juin au moment de l'annonce officielle de la mort de Clément Méric et des manifestations qui l'ont accompagné. Et elle a été rediffusée tout récemment le 29 juillet. J'ai trouvé cette émission absolument hallucinante. Elle est un véritable cas d'école qui mériterait sans doute un mémoire, quelque chose comme un mémoire de maîtrise. Il faut savoir que c'est une émission théoriquement de débat qui s'appelle Ça vous regarde et qui est animée, arbitrée par un journaliste qui s'appelle Arnaud Ardouin. Il n'y avait pratiquement sur le plateau, évidemment, que des gens communiant dans la détestation, l'abomination, etc., des assassins, disait-on, de Clément Méric, en oubliant que l'assassinat, c'est le meurtre avec préméditation. Et ce qui n'est évidemment pas le cas en espèces. C'est une bagarre qui a mal tourné. Et voilà la vérité. Voilà la vérité qu'il faut dire. Et cette bagarre, il semble aujourd'hui que l'on sache qu'elle est, comme dans tant d'autres cas, à l'initiative des groupes d'extrême gauche, dont faisait partie ce malheureux jeune homme. Je pense que s'il est par conséquent victime de quelqu'un, il est d'abord et avant tout victime des instituteurs, des professeurs, des politiques, des médias, qui n'ont cessé d'entretenir autour de la droite nationale un climat de haine. J'en ai connu de ces violences, puisqu'il fut un temps où pratiquement, pendant des années, nous ne pouvions tenir une réunion publique sans qu'elle soit attaquée. Et ça, tout le monde trouvait parfaitement normal. Il n'y avait pas de protestation dans la presse. Ces comportements étaient même encouragés par le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Pierre Joxe, je crois que c'était lui, avait d'ailleurs appelé cela le harcèlement démocratique. Autrement dit, ces incitations à la violence contre la droite nationale
que je connais, moi, depuis 68 à Nanterre, où j'ai vu l'usage systématique de la violence par les gauchistes, et en particulier par les groupes radicaux auxquels appartenait le malheureux Clément Méric, sont absolument constants. Et s'il faut faire une analyse des responsabilités, il me semble que l'on aurait dû commencer par là. Ce n'est pas pour disculper de toute responsabilité l'autre malheureux jeune homme, fils d'immigrés espagnols et ayant cru sans doute donner une preuve d'intégration par l'adhésion à un nationalisme sans doute outrancier, mais qui est lui aussi à plaindre. Le jeune Esteban, pour lequel personne n'a un mot de compassion, alors qui est présenté comme un assassin abominable, ce qui est tout à fait extraordinaire de la part de gens, et notamment de gens de gauche, qui trouvent des excuses à toutes les crapules, qui considèrent que les criminels ne sont toujours, somme toute, que les victimes de la société, mais qui n'en trouvent aucun dans ce cas-là. Or, ce malheureux jeune homme qui a porté les coups de poing fatals était né en Espagne et souhaitait devenir boulanger. Il était d'un niveau intellectuel et d'instruction certainement très inférieur à celui du jeune Méric. Cette émission était absolument surréaliste. Il y avait là d'ailleurs un concert de personnes dont pour la plupart l'ambition était plus ou moins d'essayer d'attaquer la droite nationale comme si la responsabilité collective existait dans notre pays. Il y avait là le sénateur Pozzo di Borgo qui était le seul à représenter la droite, homme assez modéré qui tout d'un coup s'est effondré en sanglots. Alors je veux bien que l'émotion soit grande, je veux bien encore une fois que la compassion à l'égard du malheureux jeune homme et de sa famille s'exerce. Mais je dois dire que de la part d'un élu de la République âgé de 63 ans, qui est un homme qui normalement a dû voir beaucoup de choses dans sa vie, ce subit accès d'émotion avait un peu quelque chose de pathétique. Il y avait là la trotskiste de service, Madame Martine Billard, passée aujourd'hui au Front de gauche, après un épisode chez les Verts, dont on sait d'ailleurs que leurs cadres sont remplis de gens d'extrême gauche. Il y avait là une journaliste qui fut infiltrée au front, ce que tout le monde salue comme un exemple de courage, comme si c'était une aventure tout à fait extraordinaire. C'est en réalité un abus de confiance. Elle se fait passer pour sympathisante du front. Bon, elle pratique par conséquent un abus de confiance et même, peut-on dire, sur le plan moral, une escroquerie à l'amitié en quelque sorte. Mais elle n'est pas la première. Tout le monde peut faire ça, puisque d'ailleurs de son propre aveu, toutes les portes du Front National lui ont été ouvertes, tous les gens lui ont fait confiance, tout le monde lui a fait ses confidences. On lui a proposé de prendre des responsabilités. Infiltrer le Front National est à la portée de n'importe qui. Et un certain nombre de journalistes médiocres, qui souvent d'ailleurs n'ont pas d'autre chose à faire, s'y livrent. Alors elle n'est pas la première. Moi j'ai connu déjà il y a presque 28 ans un certain Zelig, c'était évidemment son pseudonyme, qui se targuait d'avoir infiltré ma campagne à Vaux-en-Velin. Il n'en a rien retiré, si ce n'est un livre médiocre, et il a ensuite disparu dans les oubliettes. Il y a eu aussi la non moins célèbre Anne Tristan, qui s'est livré à cet exercice. Je crois même que ce fut le cas à un certain moment de M. Pujadas, à qui cela vaut d'avoir eu une carte au front. Alors là, il s'agit, retenez bien le nom, il faut l'apprendre parce que je ne crois pas qu'elle soit promue à une grande postérité, de Madame Claire Ceccalini. Bon, il est évident que ces gens-là ne sont pas les amis du Front National, ni la trotskiste Martine Billard, ni Madame Claire Ceccalini, mais le plus excité là-dedans, le plus ahurissant, haineux, pratiquant l'invective, le jugement péremptoire, se vantant de la lutte antifasciste, a été un jeune homme qui est aujourd'hui, paraît-il, l'un des porte-parole du PS, qui s'appelle M. Eduardo Ryan Sipel. J'ai été fasciné par le personnage qu'a affronté aussi dans une autre émission Florian Philippot.
Cet Eduardo Rayancipel est un Français de relativement fraîche date qui a été naturalisé alors qu'il vient du Brésil. J'aime bien la Lusitanie, la civilisation luso-brésilienne. Gosto do Brasil, eu falo brasileiro também. Mais je pense quand même qu'il y a dans tout cela quand même une certaine décence qui devrait s'emparer de ces gens-là. Ce n'est pas une question politique, ce n'est même pas une question morale, c'est une question de bon goût. Ils me font penser à ces gens que l'on vous invite chez vous et qui, une fois qu'ils y ont pris pied, veulent y faire venir un petit peu tout le monde, et leurs amis, leurs connaissances. Et si jamais vous émettez la moindre objection, eh bien, à ce moment-là, ils s'indignent de votre avarice, de votre manque de générosité. Non, non, monsieur Eduardo Rayancipel, la France n'est pas un pays raciste. La preuve, elle vous a accueilli, elle a accueilli votre famille. Elle a financé des cours pour que vous puissiez apprendre le français. Ceci figure dans votre biographie. Je suis bien placé pour le savoir, pour avoir moi-même épousé une étrangère. C'est le pays le moins raciste du monde. Et il a fait de vous, qui veniez de l'autre côté de l'Atlantique, un parlementaire. C'est très bien, c'est très bien. Mais s'il vous plaît, restons-en là et ne vous croyez pas autorisé à stigmatiser ceux qui trouvent quand même que il y a un peu trop de nomades qui viennent en France, ceux qui aimeraient qu'il y ait un peu moins d'étrangers peut-être, ceux qui se plaignent de se retrouver chaque jour étrangers dans leur propre pays. Voilà, voilà, monsieur Rayancipel, ce qu'il faut que vous compreniez. Je pense que vous y gagneriez beaucoup. Enfin, je voudrais dire que cette émission était un modèle de pensée unique. Tous les participants conjuguaient exactement la même déclinaison et c'était assez pathétique en somme. Bien sûr, on a donné la parole, je crois, 20 secondes en duplex au jeune Alexandre Gabriac pour pouvoir dire sans doute que l'on avait respecté un certain équilibre dans la présentation des opinions diverses, mais chacun était en faveur de la dissolution des groupes factieux. Bref, c'était pathétique. Et moi, je dis au sénateur Pozzo di Borgo, qui était sans doute le moins abject dans ce cénacle, puisque vous sanglotez sur le sort de tous ces jeunes gens paumés, qui sont le résultat des politiques que vous et les vôtres avez menées, qui n'ont ni emploi, ni futur, qui se joignent à des mouvements plus ou moins radicaux, plus ou moins extrémistes, parce que c'est le dernier refuge d'une identité malmenée. Voilà ce dont il faut vous occuper, monsieur Pozzo di Borgo. Une famille illustre d'ailleurs, que je respecte, et qui a donné des serviteurs pas seulement à la France, mais aussi à la Russie, entre autres. Alors, vous parliez des dissolutions de mouvements. Alors donc, c'est effectivement un fait assez inédit, en tout cas suffisamment rare pour être noté, puisque eh bien, on a assisté d'abord à la dissolution du mouvement Troisième Voie, le mouvement dirigé par Serge Ayoub, dont Esteban Morillo était réputé comme proche, puis celle des jeunesses nationalistes et de l'œuvre française. Comment interprétez-vous ces décisions rares et peu courantes prises la semaine passée lors du Conseil des ministres? Elles sont en fait très courantes dans la mentalité de gauche, qui est une mentalité répressive. Quand le gouvernement Front Populaire accède au pouvoir, il dissout ses opposants, voilà. Quand les partisans de l'Algérie française ont une action politique même parfaitement légale, ils ne sont pas moins dissous. En mai 68, le ministre de l'Intérieur de l'époque, gaulliste, a cru devoir, pour faire bonne mesure, dissoudre le mouvement Occident, qui n'était en rien à l'origine des événements et des émeutes que l'on a connus. Bon, c'est évidemment dérisoire, c'est méprisable. C'est méprisable que M. Valls et M. Hollande dissolvent ces mouvements au moment où ils ont prouvé leur incapacité totale, et notamment à Trappes,
à faire respecter l'ordre républicain, qu'il dissolve l'œuvre française. On sait que je ne partage pas les opinions en tout cas toutes les opinions de l'œuvre française. J'étais néanmoins heureux qu'un certain nombre de ces militants rejoignent le Front National. Bon, cela n'a pas été le sentiment général, ni le sentiment de la présidente Marine Le Pen. Mais peu importe. Je dirais d'une certaine façon, nous pouvons tous constater que cette dissolution est l'alibi de l'impuissance du gouvernement. Voilà. Elle est tout à fait grotesque puisque quoi que l'on pense de l'œuvre française, elle existe depuis des dizaines d'années et ne menaçait en rien l'ordre public. Ce ne sont pas les militants de l'œuvre française qui agressent les Français, qui les pillent, qui les volent, qui les violent. Et le ministre de l'Intérieur devrait plutôt s'occuper de ce qui trouble effectivement l'ordre public. Alors, en revanche, il y a quand même une certaine forme de violence politique. Moi, je reviens, pour conclure, aux dissolutions qui, elles, ne touchent en revanche absolument pas les mouvements informels, comme les mouvements qu'on peut appeler les mouvements skinhead. Que pensez-vous de cette mouvance, dont la presse parle beaucoup, cherchant souvent à souligner qu'ils servent régulièrement de gros bras au Front National ? Oui, c'est faux, bien sûr. C'est tout à fait faux. Il n'y a pas que des lits de sale gueule au Front National. Par conséquent, il y a des gens qui ont des cheveux jusqu'aux fesses, et puis il y a des gens qui ont le poil ras. Et nous nous en fichons complètement. Ça relève de leur liberté individuelle. Nous ne sommes pas là pour dénoncer les gens simplement sur leur mine. Mais ces skinheads sont tout à fait insignifiants sur le plan politique, au sens littéral du terme. Cela ne signifie rien. Bon. Mais allons un peu plus loin dans l'analyse. Je crois que c'est le produit d'une société en décomposition. Notre société se décompose, et elle se décompose sous l'effet du communautarisme. Alors il y a des communautarismes ethnico-politiques en quelque sorte. Il y a les bandes de beurre, ce sont les bandes de jeunes gens issus de l'immigration maghrébine. Et puis il y a les bandes de blacks, ce sont les bandes de jeunes gens issus de l'immigration d'Afrique subsaharienne. Et puis il y a les bandes de fudge. Et puis il y a les skins, c'est un petit peu les bandes je sais pas si pour faire un anglicisme on pourrait dire les bandes de white, les bandes de blancs en quelque sorte. C'est évidemment sans déboucher sur le plan politique. Ce sont des jeunes gens qui se mettent des tatouages, des insignes, des tenues vestimentaires, de nature effectivement à rappeler les mouvements totalitaires du siècle dernier. Pourquoi? Parce que c'est le dernier tabou. Ils sont pas plus hitlériens que l'homme de la rue. Mais ils savent pas ce que c'est d'ailleurs. Et je pense pas que dans l'Allemagne des années 30, ils auraient fait long feu. Mais il est certain que de se saluer en levant le bras ou de se mettre un tatouage de cette nature, eh bien, c'est la dernière façon dont on pourrait épater le bourgeois. Dans une société qui n'a plus aucun interdit, on ne peut plus violer les interdits puisqu'il n'y en a plus. Il n'y a plus d'interdits sexuels, il n'y a plus d'interdits en matière de langage, il n'y a plus d'interdits en matière vestimentaire. Alors, la seule façon d'épater le bourgeois, c'est de tracer une croix gammée sur le mur ou quelque chose comme ça. C'est évidemment dérisoire. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est que ces bandes-là, quelles qu'elles soient, elles sont le produit de notre société, elles sont le produit de la décomposition de l'éducation nationale. Elles sont le produit de la disparition des valeurs familiales. Elles sont notamment le produit de l'abandon par des parents, souvent dans des familles désunies, composées, décomposées, recomposées, de leurs rejetons. Elles sont le produit de la désespérance sociale. Et encore une fois, ce phénomène de bande permet à des jeunes de ne pas rester dans une terrible solitude et d'essayer, évidemment, d'une mauvaise façon d'échapper à la désespérance. Voilà la réalité. Et voilà ce à quoi devraient s'intéresser et les commentateurs et les acteurs politiques pour tenter de résoudre ces problèmes. Mais nous sommes dans une société de pure émotion. Le sénateur Pozzo di Borgo pleure, mais c'est pas en pleurant qu'on va résoudre ces problèmes. C'est en agissant, c'est en changeant les choses, c'est en rétablissant un certain nombre de disciplines, c'est en proposant un avenir collectif.
Voilà ce qu'il faudrait faire. C'est en sauvant ce qui reste de l'économie française et en procurant du travail à ces jeunes gens, en leur permettant de se constituer un patrimoine, de fonder une famille, etc., autrement qu'en jouant aux jeux de hasard qui se sont multipliés. Autrement dit, il faudrait s'atteler à tous les problèmes, aux problèmes moraux, aux problèmes économiques, aux problèmes de civilisation. Et il faudrait que les parlementaires s'efforcent de faire en sorte que la France reste maître de son destin. C'est tout autre chose, évidemment, que les larmoiements auxquels nous avons assisté à l'occasion de cette affaire. Bruno Gollnisch, merci du temps que vous nous avez accordé une nouvelle fois. Merci à vous.